Et oui, donc Deliveroo qui fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui, et moi qu'on puisse dire, c'est que ses débuts ne sont pas fracassants. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utile, la valorisation de la plateforme de repas a au départ été revue à la baisse, ça c'était lundi, 8 milliards de livres sterling. Malgré tout, ça reste l'une des plus grosses introductions depuis 10 ans à la bourse anglaise. Mais malgré la révision à la baisse, encore une fois, de la valorisation, l'action déraille jusqu'à 30% ce matin, 20% au moment où on se parle. On se dit, voilà, le prix était révisé à la baisse pour donner un peu de soutien, de stimulus, d'élan au titre. On est en dessous du niveau d'introduction. Qu'est-ce qui ne plaît pas? Et certains disent que finalement, ce n'est pas une surprise. Ouais, C'est toujours facile de dire, après. Ouais, j'allais vous dire, c'est toujours facile d'arriver après. Ouais, je le savais. Bon, je vous rassure, j'en ai pas acheté. Non, mais il faut voir déjà qu'ils arrivent dans un contexte moins facile qu'il y a encore 2 mois. Pour les valeurs de croissance. Certes, déjà, ça les marchés actions sont quand même à des niveaux élevés. Les marchés actions, oui, mais valeurs de croissance, il y a une vraie rotation entre croissance et value, cyclique, etc. Les valeurs de croissance, d'ailleurs, vous avez le Nasdaq, qui est quand même le symbole de la croissance, est flat depuis le début de l'année, alors qu'il était en gain, donc il est reparti en arrière, et les autres indices donc sont il y a un momentum, un timing. Il y a un momentum qui est quand même pas favorable. Ils sont rentrés, à mon avis, ils se sont dit c'est le moment ou jamais, il faut encore y aller, donc on y va. Donc forcément, vous avez ça qui joue. Vous avez des comparables dans le secteur qui sont déjà cotés. DoorDash aux États-Unis qui avait fait la une l'année dernière. En fin d'année. Ouais. Il y a eu Just Eat qui est alors, coté. Et tout ça, c'est effondré de 30 à 35% en 1 mois et demi. Donc forcément, vous avez une dynamique qui n'est pas favorable pour Deliveroo. Et ça pèse. Donc ils ont effectivement revu le prix. Alors ils l'ont dit d'une manière mignonne hier. Ils ont dit on fait ça pour que les investisseurs puissent maximiser leur valeur à long terme. Ouais. Bon, en fait, ils ont bien vu que de toute façon, c'était limite. Ils ont beau avoir dit que la demande était supérieure à l'offre. Il y a eu pas mal d'instits qui n'ont pas suivi. Pourquoi ils ne suivent pas les instits? Qu'est-ce qui ne plaît pas aux instits et au marché? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'ESG. Vous savez que c'est le truc à la mode, environnement, social. On fait attention à la planète, on traite bien les salariés, et puis on a une boîte qui est bien gérée. Et on avec des contre-pouvoirs. Voilà. Sur le S et le G, ils sont bof, les Deliveroo. Vous avez sur le social, ils ont 100 000 livreurs aujourd'hui. Vous les voyez tout le temps dans Paris, avec leur sac sur le dos. C'est tout le débat autour des travailleurs précaires. Et c'est le débat autour des travailleurs, donc ils sont considérés travailleurs indépendants aujourd'hui. Donc Deliveroo, ça ne coûte pas très cher pour employer ces personnes-là. Et vous avez la crainte qu'il y ait une bascule, que les États disent à un moment non, ce sont des salariés. C'est ce qui est arrivé à Uber à Londres, puisque vous avez des travailleurs, des chauffeurs qui ont été considérés comme salariés avec congés payés. C'est un peu un statut intermédiaire, mais quand même. Voilà, ça c'est de risque pour. Donc cette question en fait sur la réglementation, question qui se transforme en crainte justement sur cette réglementation des droits des travailleurs qui peut à terme menacer le business model de ces plateformes et notamment de Deliveroo. L'estimation, si jamais. Il est qualifié tout le monde. Ils sont présents à 50% au Royaume-Uni, Deliveroo. Déjà, ils sont centrés sur ce marché. Si sur ce marché, ils basculent sur un mode de salarié. Alors qu'ils ne gagnent pas pour l'instant d'argent. Alors qu'ils ne gagnent pas d'argent. Ils ont une hausse de 30% de leur coût de main-d'œuvre. C'est à peu près ce que les analystes estiment. Eux, ils disent non, c'est pas vrai. C'est la crainte du marché, en tout cas. C'est ça qu'on price aujourd'hui, ce risque-là. Donc, effectivement, une société qui n'est pas rentable et qui, en plus, pourrait avoir ses coûts de main-d'œuvre exploser rapidement, c'est un risque. Dans des pays où ils sont présents, comme en France, etc., Espagne, le cadre est encore plus risqué, c'est qu'on pourrait même leur mettre des amendes sur les années passées en disant vous avez employé des travailleurs indépendants, vous n'aviez pas le droit, ils sont salariés, ils pourraient donc en plus avoir un risque judiciaire important. Donc ça pèse. Le fait qu'ils aient adopté le style un petit peu des groupes américains cotés à Wall Street, où vous avez le créateur qui garde des titres avec des droits plus importants de vote pour garder le contrôle de la société en dépit de l'introduction, ça pèse aussi. C'est le G de gouvernance. Ça ne plaît pas. En plus, ça empêche la valeur d'entrer dans les indices, comme le FTSE, et donc de ne pas bénéficier des flux de gestion passive. Quand vous achetez un indice, vous savez, vous achetez forcément les actions qui sont dedans. Ouais. Donc quand vous n'êtes pas dans l'indice, vous ne bénéficiez pas de ces achats aveugles, on va dire. Donc Deliveroo cumule un peu le handicap. En même temps, quand on voit la croissance du chiffre d'affaires, 50% en 2020, la croissance effrénée, mais des pertes, des pertes de 120 millions de Des pertes. Alors sur la fin de l'année, donc le business model rentable, on n'y est pas encore. Il n'était pas loin de l'équilibre sur la fin de l'année. En revanche, c'était une année exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on était tous enfermés chez nous. On n'avait pas trop le choix. Les restaurants étaient fermés également, donc il fallait commander et passer par Deliveroo.
s'ils n'ont pas été capables d'être rentables cette année-là, dans une telle année dynamique pour eux, 60% de croissance, il y a des doutes sur le fait qu'ils puissent être rapidement rentables. Et si en 2021, on croise les doigts, la vaccination, effectivement en Europe, prend de l'ampleur et on retrouve tous la liberté de circuler, est-ce que David, vous préférez encore manger chez vous ou aller au restaurant? Manger chez moi. Voilà. J'ai pris l'habitude. Mauvais exemple. On aura tous évidemment. envie d'aller au restaurant et peut-être pas commander sur Deliveroo. Donc ça, c'est aussi, s'il n'y a pas l'élan de croissance en plus sur 2021, ça pèse. Alors, vous allez me dire, tout ça, on le savait avant l'intro. Ah oui. Bah oui, visiblement, certains instituts se sont sentis obligés de souscrire et aujourd'hui ils tentent de se débarrasser de leurs titres. C'est ce qui arrive dans certaines introductions de ce type. Est-ce que le jugement n'est pas un peu hâtif? On dit effectivement intro raté, la plupart des intros se passent hyper bien, on dit toujours hausse de 20-30% du titre le jour J. Est-ce qu'on n'a pas un jugement encore une fois un peu à la hâte là? Si, c'est probablement. Malgré tout, il reste coté. Alors la valorisation en comparable par rapport à ce qui existe déjà dans la livraison. Oui, c'est une bonne question ça. Quelles sont les comparaisons dans le secteur la valorisation des Deliveroo n'est pas dingue. Alors, il faut voir qu'ils ont tous un petit peu un modèle différent. C'est-à-dire que, par exemple, Just Eat, c'est surtout une centrale de commande. Ouais. Ils ne s'embarrassent pas avec les livreurs. Donc, ils n'ont pas ce risque, de leur côté, de changement de statut. Mais ça va de 2 fois le chiffre d'affaires à 10 fois pour DoorDash aux États-Unis. Aujourd'hui, Deliveroo va être à 2 fois environ. C'est pas incroyable. Mais voilà, c'est plus une affaire de dynamique et de flux d'actualité négatif pour la valeur, pour le secteur et en plus pour la tech et la croissance en ce moment qui fait que cette intro aujourd'hui est peut-être arrivée au mauvais moment et voilà, et s'écroule de 20 à 30%. Mais vous avez d'autres intros qui ont aussi un petit peu peiné, mais pas dans de telles proportions récemment. Bon, on finit là-dessus. Il y a d'autres intros à venir qui méritent d'être regardées, ce qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, hein, j'assume. Écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'intros à Londres, parce qu'avec le Brexit, Londres fait un axe majeur de sa politique d'attirer des entreprises de croissance comme Deliveroo, de la tech, de la santé. Donc, vous avez beaucoup d'intros à Londres. Vous avez une société qui va arriver qui s'appelle Oxford Nanopore Technologies, qui est dans le séquençage ADN, très attendu. En Allemagne aussi, ils ont de belles intros. Il y a eu Auto One qui s'est introduit, qui fait de la mise en relation pour la vente de véhicules d'occasion. Et à Paris, on attend. OVH on attend Aramis, OVH. Ouais, OVH, c'était un petit peu le dossier que tout le monde attendait. L'actualité leur a pas été favorable non plus. Mais on n'a pas justement ces sociétés qui pèsent plusieurs milliards. 2021, année du retour des OPA. Des IPO, des introductions, nous a dit Stéphane Boujna, le patron d'Euronext la semaine dernière. Il faut l'espérer. Pour l'instant, c'est mou à Paris. C'est mou à Paris. Merci beaucoup. Donc, Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Salut. À bientôt, David.